Nouvelle heure d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous. Les titres au sommaire de ce journal. Ouverture à Abidjan ce lundi de la 5e session internationale de réflexion stratégique autour du thème armée africaine et sécurité intérieure. État des lieux et enjeux pour le développement. Plus de 25 pays africains engagés dans la lutte antiterroriste participent à cette rencontre. Et la lutte antiterroriste, la Côte d'Ivoire lance un plan d'urgence pour l'insertion professionnelle de 3000 jeunes des régions sous menace terroriste. Un fonds de 2 milliards de francs CFA est disponible pour le financement des projets. Et puis face à la pénurie de sucre et l'augmentation du coût du sucre chez certains détaillants, le ministre du Commerce est en visite chez les industriels du secteur du sucre et également chez les grossistes pour comprendre la situation. Bienvenue dans ce 23h. Le Premier ministre Patrick Achi est depuis ce lundi aux Émirats Arabes Unis. Il y conduit une délégation ivoirienne à l'exposition universelle 2020 qui se déroule à Dubaï. Cette 35e exposition a pour objectif de présenter au monde les nouvelles idées, inventions et innovations qui visent à répondre aux problèmes de la planète sur le thème connecté, les esprits, construire et le futur. À Dubaï, le Premier ministre et sa délégation saisiront également l'opportunité de faire la promotion économique et socioculturelle de notre pays. Il est prévu la signature aussi de plusieurs accords avec pour objectif de capter plus de 1000 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement. Abidjan réunit plus d'une vingtaine de pays africains pour la 5e session internationale de réflexion stratégique autour du thème armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. 5 jours sont prévus pour mener la réflexion, suivant ces précisions que donne Abou Sanogo. En quoi les armées africaines contribuent-elles à la sécurité intérieure de leurs États respectifs? Autrement dit, quel est l'enjeu pour les États africains de confier des missions de sécurité intérieure à leurs armées? À quelle logique répond la nécessité pour les armées africaines de prendre part aux missions de sécurité intérieure dans leurs propres États? Des problématiques au centre de la 5e édition de la session internationale de réflexion stratégique, cadre d'analyse et de renforcement des capacités des hauts responsables de l'administration, du secteur privé et des forces armées africaines en matière de réflexion stratégique. Une initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense, du ministère d'État, ministère de la Défense qui vise à faire un état des lieux du rôle des armées africaines dans la gestion de la sécurité intérieure de leur pays. Nous avons initié cette réflexion-là pour savoir si dans un contexte où les armées sont davantage sollicitées dans des missions de sécurité intérieure face aux menaces qui sont de plus en plus grandissantes, hybrides comme le terrorisme, la piraterie maritime, si on doit continuer à assigner toujours ces missions de sécurité intérieure aux armées. Cette 5e édition bénéficie de l'appui financier de la République de France. Le développement, en effet, est la finalité de tout ce que nous faisons. Fournir de l'éducation, fournir des soins, fournir de l'eau, fournir des infrastructures aux populations. Les armées sont un outil au service de cette finalité. La session ouverte par le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébiré Ouattara, a pour thème principal armée africaine et sécurité intérieure, état des lieux et enjeux pour le développement. Ce thème, j'en suis persuadé, permettra aux acteurs d'origines géographiques différentes et de domaines de compétences variés de confronter leur point de vue sur le rôle de nos armées dans la gestion de la sécurité à l'intérieur de nos pays respectifs dans un contexte marqué par le terrorisme. Ce sont au total 70 auditeurs, dont 30 nationaux et 40 internationaux originaires de 25 pays d'Afrique et d'Europe et 4 organisations régionales qui prennent part à la 5e édition de la session internationale de recherche stratégique. Une action précise pour lutter contre le terrorisme sur le sol ivoirien, un plan d'urgence pour l'insertion professionnelle de 3000 jeunes des régions sous menace de terroristes. Une opération lancée à Kafolo, cette ville du nord de la Côte d'Ivoire qui a été récemment attaquée par des djihadistes. Un fonds de 2 milliards de francs CFA est alloué à ce plan d'urgence. Léon Pro.
Kafolo, département de Kong, région du Tchologo. Les populations encore méfiantes malgré le retour au calme depuis l'attaque terroriste de mars dernier. C'est que les menaces planent toujours et l'activité agricole ou artisanale peine à nourrir son homme. Il y a le temps, il n'y a pas beaucoup de travail. Il y a le temps aussi, il y a un peu. Ça me permet de vivre un peu, mais c'est pas trop quoi. Cette année, j'ai gagné 1 tonne. Ça ne nous permet pas de vivre avec nos familles. En dépit de ces difficultés, pas question de basculer dans le terrorisme, confient les jeunes à leur tutelle. Leurs attentes, relancer leurs activités, développer des micro-projets pour améliorer leurs revenus. Mais où trouver le financement? En réponse, le ministre de la Jeunesse annonce un fonds de 2 milliards de francs CFA pour appuyer en urgence 3000 jeunes. Nous sommes très contents pour le projet que le ministre vient de nous informer. Ça va renforcer encore nos activités et ça va nous aider beaucoup à agrandir, c'est-à-dire nos élevages, nos commerces. Fin novembre 2021, mise en œuvre effective de ce plan d'urgence de l'État, toujours selon le ministre de la Jeunesse. Sur les bénéficiaires, Mamadou Touré indique les hommes et femmes de 18 à 40 ans du Tchologo, de Bunkani et de la Bagoué. Dès l'année prochaine, dans le cadre du programme social du gouvernement, c'est près de 7 milliards de francs CFA que nous comptons mobiliser chaque année. Et en tout, c'est 42 000 jeunes qui seront traités. Mais quand on dit 42 000 traités touchés, c'est 42 000 jeunes formés, c'est 42 000 jeunes qui auront des financements de projets, donc qui eux-mêmes, à travers leurs activités, pourront embaucher d'autres jeunes. Donc c'est vraiment une chaîne de valeur que nous voulons créer. Et avec les élus, nous allons identifier les projets porteurs qui tiennent compte de la réalité économique donc de chaque département, de chaque région, de chaque localité. Le but, détourner les jeunes du terrorisme, toujours selon le ministre de la Jeunesse, qui dit les critères d'éligibilité et les domaines d'intervention du fonds d'urgence. Une mission de contrôle dans un tout autre domaine à présent. Les femmes fumeuses de poissons de la commune de Port-Bouët ont reçu la visite du ministre Sidi Thiemoko Touré. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a souhaité s'imprégner des conditions de travail de ces femmes. Nous en parlons avec Marie-Ange Kouakou et Lanciné Bakayoko. Quartier Zimbabwe dans la commune de Vridi à Abidjan, où les fumeuses de poissons, la plupart d'origine ghanéenne, reçoivent la visite du ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Thiemoko Touré est venu s'imprégner du cadre de travail de ces fumeuses et des conditions sanitaires dans lesquelles elles traitent les poissons. Plusieurs mesures ont été prises pour une meilleure santé des consommateurs. Il y a un problème opérationnel que nous essayons de mettre en place pour que tous les poissons passent l'étape du débarquement, la vérification sanitaire, avant de se retrouver ici sur les étals pour le fumage. Fumage dans les meilleures conditions. Donc c'est un mécanisme qu'il faut arriver à mettre en place, bien sûr, pour nous rassurer de la qualité de ce que les Ivoiriens mangent. Bien avant cette visite à Vridi, le ministre Sidi Thiemoko Touré s'est rendu sur le site du point de débarquement de pêche de Lokodjouro. Il est allé faire l'état du fonctionnement de ce débarcadère. Il y a des faiblesses dans son fonctionnement et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre déplacement sur le site de Lokodjouro pour pouvoir de nous-mêmes constater ces points de faiblesse et les adresser de façon efficiente dans les semaines à venir. En Côte d'Ivoire, la pêche constitue un secteur d'activité stratégique de l'économie nationale. Dans le Denguélé, on se préoccupe de promouvoir le développement de l'agriculture avec des techniques modernes. Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré s'est rendu dans ce cadre sur les parcelles rizicoles de Kimirala au sud, dans le département de Samatigila. Le point de cette visite par Mama Traoré. Des hectares de riz à perte de vue. Nous sommes dans le village de Kimirala Sud, département de Samatigila. La moisson est même déjà proche. Pour cette fois, les producteurs s'attendent à récolter 2 fois plus de tonnes de riz que d'ordinaire. Ils le doivent à l'appui technique que leur a fourni cette saison l'Office chérifien des phosphates. Après des analyses, l'organisme marocain a conseillé aux riziculteurs la quantité et la qualité d'engrais à administrer au sol, en plus des meilleures pratiques agricoles. Cette assistance qui dure depuis 1 an a été initiée par le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, Gaoussou Touré. Tous ceux qui sont dans les bureaux à Abidjan pensent que si on a trop eu, c'est au maximum 2 tonnes. Sinon, on comptera entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5. Mais aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, c'est la preuve
que le schéma que nous avons, il est bon. Nous, on veut que chaque riziculteur ait au minimum 5 hectares par agent. Dans le projet, moi, j'ai 12 hectares. Et les 12 hectares, aujourd'hui, sont bien entretenus grâce à la collaboration de l'ECP et à la collaboration des différents techniciens qui viennent nous assister. Et nous sommes sûrs qu'on ne va pas décevoir l'ECP, on ne va pas décevoir Monsieur le ministre et nos différents techniciens qui nous assistent. Après les champs, Gaoussou Touré s'est rendu dans les locaux de l'usine qui transformera le riz local cultivé dans le district autonome du Denguélé. Le produit fini qui sortira de cette unité de transformation sera distribué sous le label Miadi. Et pour un secteur agricole profitable à tous, le président du Fonds international pour le développement de l'agriculture est sur le terrain. Le président du FIDA, présent en Côte d'Ivoire, était ce lundi à Amanikro, à environ 200 km au nord d'Abidjan, pour toucher du doigt les réalités des petits planteurs de cacao. Le président du FIDA et le ministre d'État de l'Agriculture ont suivi le processus de cueillette et de caboussage dans les champs de cacao. On observe depuis peu une pénurie de sucre. Le ministère du Commerce rassure. Le directeur général du Commerce a pour cela effectué une visite des industriels du secteur du sucre, ainsi qu'une visite chez des grossistes et chez certains détaillants pour faire le constat et pour ce qui est du prix du kilogramme de sucre qui serait passé de 720 francs CFA à 1000 francs CFA dans certaines boutiques. Le ministère a souhaité rassurer les populations. Le point avec Marie-Ange Kouakou et Didier Nguessa. Le directeur général du commerce en séance de travail avec les deux grands distributeurs de sucre en Côte d'Ivoire. Une séance qui fait suite à une inflation sur le prix du sucre à Abidjan et dans certaines villes du pays. Il était bon que nous puissions profiter de l'occasion pour lancer un message. Un message pour dire à la population de garder patience. Dans 10 jours, l'ensemble du circuit de distribution sera massivement approvisionné et nous ne connaîtrons plus, je dirais, de rupture de stock. Après avoir sillonné plusieurs magasins et grandes surfaces de la commune d'Abidjan, le directeur général a remarqué qu'il y a une insuffisance d'approvisionnement, mais les prix de gros n'ont pas changé. Ils oscillent entre 720 et 750 francs CFA le kilogramme, soit une différence de 50 à 80 francs CFA le kilogramme. Des mesures seront prises par le ministère du Commerce. D'où vient que certains acteurs s'adonnent à pratiquer des prix au-delà de 1000 francs et plus sur le marché sur le kilo de sucre, qui s'attendent bientôt à recevoir, je dirais, de fortes sanctions pour ce type de pratiques. Et nous comptons sur la presse pour véhiculer ce message, pour appeler les consommateurs à saisir systématiquement notre administration dès qu'ils constateront qu'ils sont, je dirais, victimes d'abus de la part de certains commerçants. Les deux sociétés de production de sucre en Côte d'Ivoire couvrent à ce jour 83% du besoin national estimé à 240 000 tonnes. L'objectif visé est de faire en sorte que d'ici à 2030, ces unités permettent au pays d'être autosuffisant en sucre. Nous parlons à présent de santé. L'association Obésité-Diabète de Côte d'Ivoire sensibilise sur les maladies métaboliques par une grande marche qui s'est achevée sur une opération de dépistage contre le diabète et l'hypertension dans la commune de Cocody. Astou Touré d'Agnogo. La célébration de la journée mondiale du diabète se poursuit dans le village d'Erimakouguié, porte d'entrée d'Aboville dans la Niébitiassa. Dans ce village, l'heure est au dépistage contre le diabète, la vérification de la tension suivie de conseils diététiques. Aujourd'hui, nous sommes invités à venir nous faire dépister. Plus l'âge est avancé, plus il faut se surveiller. Nous avons reçu des conseils avec ce qui a été prélevé sur moi. Apparemment, ça va, mais il faut surveiller son alimentation. Occasion pour les patients déjà déclarés diabétiques et autres perdus de vue de faire une mise à jour. Je suis tombée malade. Là, je suis allée à l'hôpital, on dit j'ai un diabète. C'est ça, on m'a donné une piqûre là. J'ai suivi ça pendant 6 mois comme ça. Et puis, on dit de ne pas manger les choses, mais des fois, je mange les choses là. Et ça, j'ai tombé ça encore. Maintenant, je vais suivre ça.
Cette initiative de l'ONG Médecins et Paramédicales pour la lutte contre le diabète, ses complications et les maladies métaboliques s'inscrit dans le cadre de la célébration officielle de la Journée mondiale du diabète. Cette année, notre thème, c'est l'accès aux soins pour le traitement du diabète. Donc nous voulons vraiment attirer l'attention des autorités sur le problème qui concerne le traitement diabétique. Donc nous lançons vraiment cet appel pour qu'il y ait vraiment une prise en charge du diabète afin de faciliter l'accès aux soins. Environ une centaine de personnes ont été dépistées. Passons à présent au point Covid de ce lundi. Ce 22 novembre 2021, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été dépisté sur 878 échantillons prélevés. Le bilan du jour enregistre aussi 16 nouvelles guérisons et un cas de décès. La Côte d'Ivoire, à cette date, compte ainsi 61 591 cas confirmés, dont 60 574 personnes guéries, 703 décès et il reste encore 314 cas actifs. À cette date, sachez qu'au moins 4 167 919 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur l'étendue du territoire. Et si les chiffres sont plutôt stables, on fait des prévisions d'évolution de l'épidémie en Europe. En France, un pic des cas est attendu fin décembre ou en janvier, selon le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. En cas de rebond épidémique, la situation risque d'être critique. 13% des lits de l'AP-HP sont à ce jour fermés à cause du manque de personnel et la 5e vague démarre de façon fulgurante, a indiqué hier le porte-parole du gouvernement français. En moyenne, calculé sur 7 jours, le nombre de cas quotidiens a presque doublé. En une semaine, il était de 18 189 contre 10 023 7 jours plus tôt. Revenons en Côte d'Ivoire où la 10e journée africaine de la sécurité routière a été célébrée hier à Bangourou. Les leaders religieux ont été impliqués dans la sensibilisation des populations sur la sécurité routière. Le point de Herman Yamia. De 2016 à 2020 en Côte d'Ivoire, 12 000 accidents en moyenne par an ont été enregistrés. Ces accidents ont fait 1200 morts et plus de 20 000 blessés. Des chiffres alarmants qui nécessitent que des mesures appropriées soient prises pour freiner ce fléau devenu l'une des premières causes de mortalité des jeunes de 15 à 29 ans en Côte d'Ivoire. Ce sont les piétons et les usagers de 2 à 3 roues qui sont les victimes, voire 60% des tués. Les passagers, 27% des tués et les conducteurs, 12% des tués. Les types de véhicules impliqués sont les véhicules de 2 à 3 roues, responsables à 25% des décès sur les routes. Pour la célébration de la 10e journée africaine de la sécurité routière dans l'Indénie Guablin, la direction régionale des transports et l'OSER ont choisi les lieux de culte afin d'impliquer les leaders religieux dans la sensibilisation. La délégation s'est donc rendue à l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou et à la grande mosquée du quartier Cafétou. Nous avons des piétons même qui ont des écouteurs dans les oreilles, même les motocyclistes. Et lorsqu'on klaxonne à l'arrière, ils n'entendent pas. Et après, c'est pour accuser les autres. Donc souvent, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Alors, nous interpellons tous et chacun à être responsable de sa vie et de la vie des autres. Parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Il est content, il s'est dit que le message ne va pas se limiter à aujourd'hui. Il va continuer de relayer ce message-là pour que les comportements puissent changer. Aux automobilistes, nous leur demandons de respecter les feux tricolores. Nous leur demandons également de ne pas faire l'excès de vitesse, de ne pas rouler lorsqu'ils savent qu'ils ont bu. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 1 350 000 personnes meurent chaque année dans les accidents de la circulation et plus de 50 millions de blessés dans le monde. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés. 650 à 675 personnes décèdent chaque jour sur les routes africaines.
Parlons toujours de route, c'est désormais un acquis. Les travaux de renforcement de la route côtière s'étendront jusqu'à Tabou. L'information a été portée aux populations par le maire du Djibétois, Julien Clébé. C'était au cours d'une session d'un conseil municipal. Notre reporter Sam Conan rend compte. Les travaux de renforcement de la route côtière arrivent bel et bien à Tabou. L'axe Grand-Bérébi-Tabou a été finalement pris en compte, alors qu'initialement les travaux devraient s'arrêter à Grand-Bérébi. Une information qui réjouit toute la population de Djibétois, avec à sa tête le premier magistrat de la ville. La joie a été encore plus grande quand il nous a annoncé que Tabou bénéficie désormais de plus de 8 km de bitume de voirie. Et la joie que j'exprime, c'est la joie de la population. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays-là et qui n'oublie pas notre département, le département de Tabou. Au cours de la 5e session ordinaire du conseil municipal, où l'information a été donnée à la population, des chèques d'une valeur de 10 millions de francs CFA ont été remis à des femmes et à des jeunes pour des activités génératrices de revenus, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l'autonomisation de la femme. 100 tables-bancs ont été remis au cours de cette session ordinaire du conseil municipal de Tabou à des écoles primaires afin de réduire les sureffectifs dans les salles de classe. Parlons politique à présent. Il s'est tenu la première réunion du secrétariat général du PPACI. La rencontre a été présidée par le président du parti, Laurent Gbagbo. Une rencontre au cours de laquelle les éléments identifiants de ce parti ont été présentés. Il s'agit entre autres de l'emblème et de la fiche d'adhésion. Le point avec Moussa Konaté. Les doigts entrelacés des deux mains dans la carte d'Afrique en couleur bleu et blanc. Voici l'emblème du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, présenté par Damana Picasse. C'est la première réunion du secrétariat général en présence de Laurent Gbagbo. Le président du PPACI, félicité pour la nomination des jeunes dans les instances du parti. Le président vient de traduire en acte sa vision de rajeunissement du personnel politique. Les membres du secrétariat général se trouvent honorés par le choix porté sur les personnes et donne l'assurance pleine et entière au président d'œuvrer à ses côtés dans une parfaite harmonie entre jeunes et aînés pour la victoire du PPACI. Une jeunesse à des postes de responsabilité pour un dynamisme au sein du parti. Pour le président Laurent Gbagbo, la jeunesse constitue un atout important dans la stratégie d'implantation du parti. Nous avons réussi à mettre à peu près 75% de jeunes dans les organes que nous avons constitués. Vous les jeunes à qui on fait la place, il ne faut pas penser que occuper un poste, c'est la fin de tout. Ah non, occuper un poste, c'est le commencement. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment que vous devez commencer votre carrière. Après cette rencontre du secrétariat général, le président exécutif du PPACI était face à la presse. Hubert Oulaï s'est prononcé sur divers sujets, notamment le recensement général de la population en cours en ce moment. Le PPACI profitera de la présente tribune pour alerter les organisations partenaires du RGPH et pour lancer un appel pressant au gouvernement de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que le recensement des populations engagées le 8 novembre 2021 soit véritablement effectif pour toutes les populations vivant sur l'ensemble du territoire. Au nombre de ces dispositions, la prorogation des délais initialement annoncés, l'implication des partis politiques et de la société civile pour une plus grande sensibilisation des populations. Bien sûr, nous continuons d'appeler les populations à se mobiliser pour se faire recenser. Le président exécutif Hubert Oulaï annonce la mise en place des structures de base du PPACI les jours à venir. La première réunion du comité central du parti est prévue d'ici fin janvier 2022.
Le mouvement politique Action 2020 a fait sa rentrée hier dimanche 21 novembre 2021. Ce mouvement de soutien au RHDP a à cette occasion salué les actions du président de la République Alassane Ouattara et également marqué sa mobilisation pour le rayonnement du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Astou Touré Dagnogo. La 4000 places du Palais de la Culture de Treichville a refusé du monde en ce début de matinée, marquant la 8e rentrée politique du mouvement politique proche du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Action 2020. Une rencontre placée sous le signe de la reconnaissance à la Côte d'Ivoire pour l'élection du président de la République, Alassane Ouattara. Plus de 8000 jeunes rassemblés ici ce matin pour dire merci à Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, nous sommes satisfaits et nous sommes engagés pour le président Alassane Ouattara. Nous sommes engagés pour le RHDP. Une rencontre placée sous le sceau de la cohésion et la paix, valeur chère au président de la République Alassane Ouattara, en témoignent ces propos d'Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP. Tous les matins, tous les soirs, il a une seule préoccupation, c'est comment les Ivoiriens vont être heureux. Aujourd'hui, le président Ouattara a besoin de vous tous parce que notre solidarité, notre union dans sa diversité de pensée, nous devons rester tous unis derrière Alassane Ouattara. Cette 8e rentrée politique est placée sous le parrainage du Premier ministre, chef du gouvernement Patrick Achi, ici représenté par Epiphane Zorobi Balo, ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Les jeunes sont l'avenir de demain. Ils se sont mobilisés pour dire qu'ils croient à la Côte d'Ivoire, mobilisés pour dire qu'ils sont solidaires aux actions du gouvernement. Et nous sommes venus les encourager. Nous sommes venus leur dire que le gouvernement travaille pour eux. Le gouvernement travaille à la création d'emplois, à la création d'entreprises pour que les jeunes soient réinsérés et que la Côte d'Ivoire de demain soit meilleure que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Cette rencontre marque le démarrage des activités du mouvement Action 2020 sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que le mouvement politique Action 2020 existe depuis 2014. Et pour soutenir les actions du président Ouattara, Oumé a un slogan, le peuple ban pour ado. C'est aussi la dénomination d'un nouveau mouvement dans le département d'Oumé. On découvre les objectifs de ce mouvement politique avec Kader Sogodogo. Le peuple Gago veut être en phase avec le président de la République, Alassane Ouattara. Un nouvel instrument vient de voir le jour, le peuple ban pour ado. Son objectif, faire la promotion des actions de développement initiées par le chef de l'État. C'est Diego Nefla qui a été choisi pour la rentrée politique de ce mouvement. Nous avons créé ce mouvement après avoir remarqué que les nombreuses actions de développement du président de la République étaient peu connues dans nos localités. Ensuite, les programmes du gouvernement n'étaient également pas bien perçus par nos parents. Route, château d'eau, école, centre de santé, le peuple ban dans le département de Oumé a bénéficié des efforts de développement impulsés par Alassane Ouattara. La marraine de la cérémonie, la ministre Anna Désiré Ouloto et le directeur général de la Sodexam félicitent ce peuple pour l'initiative prise et l'invitent à continuer de croire en une Côte d'Ivoire qui va de l'avant. C'est pour ces plus jeunes-là qu'on se bat. C'est pour eux qu'on construit des écoles. C'est pour eux qu'on construit des universités. C'est pour eux qu'on veut de l'eau potable partout. C'est pour eux qu'on veut de l'électricité. Et eux, ils voient déjà ce qui est en train d'être fait. Ils disent, nous devons pousser le président de la République, le soutenir, l'encourager pour qu'il ramène davantage ici à Diego Nefla. Nous entendons votre implication. Nous entendons votre présence dans le corps pour qu'on puisse bénéficier des largesses encore plus du président Alassane Ouattara. Je voudrais donc féliciter les jeunes qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont fait des sacrifices, qui ont battu le pavé. Et nous sommes venus à leur rescousse pour que leur voix porte. Pour cette cérémonie, le peuple ban est venu de tout le département de Oumé. Guépao, Tonla et bien entendu Oumé et Diego Nefla. Des danses n'ont pas fait défaut.
Des pas qui illustrent bien la volonté de ce peuple d'accompagner Alassane Ouattara dans sa vision de développer et de moderniser la Côte d'Ivoire. Et hors de chez nous, Abdallah Hamdok est de nouveau le nouveau Premier ministre du Soudan. Il a retrouvé ses fonctions hier, dimanche 21 novembre, à la suite d'un accord signé avec le général Al-Bourhan, auteur du putsch du 25 octobre dernier. Mais le front anti-putsch rejette tout accord avec le général Al-Bourhan et n'entend pas baisser les bras. Près d'un mois après le coup d'État, les deux hommes s'engagent à relancer la transition démocratique censée aboutir à un transfert de pouvoir aux civils et aussi à des élections. L'accord, par ailleurs, ne précise pas la date des futures élections et ne se prononce pas non plus sur la question centrale du transfert de la présidence du Conseil de souveraineté aux civils, sans oublier qu'entre-temps, le général a remanié ce conseil à sa guise. Les textes constitutionnels pilotant le reste de la transition seront aussi amendés et la plupart des dispositions de l'accord renforcent le contrôle de l'armée sur le gouvernement et l'État soudanais. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi.